Voilà, je vais expliquer à toute vitesse le tableau de Mendeleev. Je vais le mettre ici, en présence. Hein. Ici, voilà, j'ai un tableau de périodique des éléments atomiques, hein, qu'on appelle le tableau de Mendeleev. Alors, pourquoi éléments? Parce qu'on retrouve tous les éléments présents sur Terre et dans l'univers. Bon, et on retrouve ici au maximum 118 éléments. Bon, peut-être qu'ils en ont trouvé en plus par après, mais bon, ici, en tout cas, moi, j'en ai 118. La valeur, ici, je vois 118, je vois pas plus. Mais si, en fait, s'ils en retrouvent d'autres, ils peuvent les rajouter dans le tableau, il n'y a pas de souci. Mais ça, ce sont les éléments qu'on trouve non pas sur Terre, ou dans les mers, ou peu importe, dans une biosphère, mais dans l'univers. C'est tous les éléments de l'univers qu'on a trouvés jusqu'à présent. Voilà. Alors, il faut savoir que ici, les électrons, bon, de quoi est constitué les éléments atomiques? Ben, les éléments atomiques sont constitués de protons, neutrons, d'électrons et encore peut-être d'autres petits éléments, voilà, minuscules, voilà, qui ne sont pas référencés ici. Mais disons qu'ici on a, euh, parce que faut pas retomber. Ici c'est pas de la chimie nucléaire que je fais, hein, je fais de la chimie tout simplement des éléments. Voilà, donc je veux pas aller voir jusqu'à qu'est-ce qu'il y a dans le très petit. Ça m'intéresse pas, c'est pas de la chimie nucléaire que je fais. Ici je fais de la chimie, non pas du noyau, si, un tout petit peu du noyau, mais pas plus. Voilà. Parce qu'ici, quand on répertorie les électrons, ben c'est pas. Ouais, indirectement, on répertorie les protons, parce que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, mais ce sont les éléments en dehors du noyau. On répertorie les électrons. Et fatalement, on se dit, comme il y a un nombre de protons identique au nombre d'électrons, ben fatalement, 1 signifie un proton. 13 pour l'aluminium, 13 signifie 13 protons. Mais en vérité, c'est plus, on veut plus signifier 13 électrons que 13 protons. Le 13 protons, il faut le déduire. Hein. Par exemple, si je prends le zinc, ben, 30, c'est 30 électrons. Ici, le tableau périodique des éléments, c'est répertorier les électrons. Et donc, on déduit le nombre de protons. On en déduit les nombres de protons. Et donne pas le nombre de protons ici. Il faut le déduire. On regarde le gallium, 31, c'est 31 électrons. Donc, on se dit, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, et on en déduit le nombre de protons dans le noyau. Donc, ici, tout ce qui est donné, c'est pas à l'intérieur du noyau, ce sont des éléments à l'extérieur du noyau, mais on en déduit ce qui se trouve dans le noyau. Voilà. On sait déduire le nombre de neutrons et de protons du noyau. On en déduit. Donc, ce qui se trouve à l'extérieur, on n'est pas dans une chimie nucléaire, on n'est pas dans une chimie où on va tout répertorier du noyau, voilà, avec les bosons, voilà, tout ce qu'il y a dedans, les bosons, enfin, il y a plein de choses voilà, des pions, des mésons, des bosons, voilà, il y a toutes sortes de choses que je vais pas, c'est pas le but de répertorier tout ça. Voilà. Le but, c'est juste de voir le tableau de Mendeleev, comment il a été construit, et pourquoi dit-on tableau périodique, voilà. Alors ici, il est classifié en deux parties. On voit bien qu'on retrouve les éléments métalliques et les éléments non métalliques. Hein. Non métalliques, on voit bien qu'il y a un escalier ici. Hein, on le voit bien. Le bore, le silicium, là, voilà, il y a un tracé d'escalier. Bore, silicium, astate, tellure et enfin l'astate c'est plutôt AT. AS c'est plutôt l'arsenic, je m'excuse, ouais, qui est un poison. L'arsenic, c'est un poison. Voilà. Donc, on a le bore, le silicium, la state, le tellure et la state. Et toute cette partie-là, bon, c'est ce qu'on appelle jusqu'ici. Hein, voilà. Ceci, c'est ce qu'on appelle les non-métaux. Les non-métaux. Voilà. Donc, on retrouve le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor, le chlore, le soufre, le phosphore, le silicium, l'arsenic, le sélénium, le brome, voilà, le tellure, l'iode et la state. Voilà, tout ça, ce sont les non-métaux. Et alors, il y a plus de métaux que de non-métaux, parce que quand on regarde bien, on a le chrome vanadium, on en fait c'est un alliage pour faire des outils. On retrouve des pièces d'avion en titane. On a le zirconium, on a le manganèse, vous savez ce que c'est, le fer plus du carbone, bon, ça fait de l'acier. On a le cobalt, hein, cobalt, le nickel. Attention qu'il y a beaucoup ici d'éléments rocheux
qu'on en fait des peintures. Hein. Avec titane, on peut faire des peintures au titane, au cobalt, etc. Avec tous des produits chimiques. Bon, voilà. Voilà. Donc ici, le nickel, bon, c'est quelque chose d'éclatant. Hein. Pourquoi dit-on c'est nickel? Tout simplement parce que le nickel en lui-même, il est déjà éclatant à la base. Voilà. Alors, on a le zinc, le cuivre qui est orangé, mais si on prend ces ions Cu2+, dans une solution, c'est plutôt de couleur bleuâtre. Alors, on a le cadmium, l'argent, l'or, Au, le mercure pour faire comment on appelle ça, les thermomètres. Voilà. Voilà, voilà. On a le plomb, qu'il faut réutiliser hein, pour les toitures, enfin, pour, on va dire, recouvrir, pour des recouvrements de toiture, par exemple. On peut mettre du plomb. Bien que c'est nocif, hein, le plomb, c'est nocif. On peut faire Avant, on faisait du plombage au niveau des dents. Ben, le problème, c'est que c'est nocif pour le corps. Voilà, le problème est là. Il y a beaucoup de produits qui sont nocifs. Le mercure, le plomb, voilà, mais des métaux lourds qui sont nocifs. Et donc ici, on retrouve l'or que tout le monde aime bien. Bon, le platine, hein, l'osmium, voilà. Et il y a les produits radioactifs, bien sûr. Hein. Hein, on retrouve le radon, le francium, beaucoup de produits radioactifs, le plutonium, voilà, le plutonium qu'on retrouve là. Bon, maintenant, il y a beaucoup de noms qui ont été attribués, je veux dire, d'origine latine, par exemple, si je prends Na, qui est le natrium sodium. Natrium sodium, ça vient du mot natrium. K, qui est le potassium, vient du mot kalium, de son origine latine. Alors, il y a beaucoup de noms en ium, parce que bon, l'origine latine. On retrouve le beryllium, le magnésium, le calcium, le strontium, le barium. Hein. Ici, c'est le radon. Hein. Voilà. Ici, on a le francium, le césium, le rubidium, le kalium, le potassium, le lithium. Voilà, beaucoup de noms en ium. Hein. Thallium, osmium, aurum. Au, c'est aurum de son nom latin. Voilà. Voilà, bon, il y a beaucoup de noms en ium. Bon, parce que l'origine latine, ils appelaient ça ium. À la fin, il y avait une finalité ium. Alors, on retrouve le manganèse, le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, le gallium, hein, le germanium. Et voilà, on retrouve 118 éléments. Et alors, il y a des éléments qui sont attribués, qu'on a attribués par rapport au nom de certaines personnes. Je pense par exemple à Berkelium, qui est M. Berkel, ou encore Einsteinium, qui est M. Einstein. Bon, il y a des autres noms qui ont été attribués par rapport aux planètes. Je pense par exemple à Uranium, Uranus, Neptunium, de Neptune, Plutonium, de Pluton. Voilà, donc en fait, voilà. Et d'autres noms qui ont été attribués par rapport au pays. Enfin, je pense à Francium de France, Americanium d'Amérique, Europium d'Europe, de comment est-ce qu'on appelle ça comment il s'appelle ça Californium de Californie, etc., etc. Voilà. Bien sûr, les noms des personnes, j'ai oublié quelqu'un aussi. Bon, j'en ai oublié quelques-uns des personnes. Il n'y a pas que Berkel et Einstein. Il y a comment est-ce qu'il s'appelle Laurentium de Lawrence et Nobelium de Nobel. Voilà, bon, ça c'est pour les noms on attribue par. Ça c'est pour souvent pour les nouveaux composés qu'on rajoute, hein, qu'on a trouvé des nouveaux, eh ben, on attribue soit par rapport à un pays, par rapport il y a Curium aussi de Pierre et Marie Curie. Pierre et Marie Curie. Il y a Polonium de Pologne, hein, Polonium, hein, voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, on retrouve les non-métaux et les métaux. Et là, on retrouve les gaz rares. Bon, les gaz rares, qu'est-ce qu'on en fait? Mais les gaz rares, on en fait des lampes, assez souvent des lampes. Hein. Lampes à hélium, on a lampes à néon, lampes à argon, lampes de krypton, lampes de xénon, radon. Et donc, ils ont, je veux dire, bon, des colorimétries bien spécifiques en fonction de leur longueur d'onde. Hein, donnent, je veux dire, des colorimétries bien spécifiques pour chacune des lampes. Mais il y en a qui sont plus chères que d'autres, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a des lampes qui coûtent très cher. Voilà. Et donc, il y a des nouvelles voitures, par exemple, hein, si on achète une voiture de luxe, ils mettent des lampes avec un certain gaz rare. Et là, bon, il faut payer, je veux dire, les lampes qui coûtent, je veux dire, c'est pas donné les lampes spécifiques qui mettent pour avoir une certaine luminosité, je veux dire, bien particulière. Maintenant, attention qu'il existe aussi sur les autoroutes, hein, tout le long des autoroutes, il existe des lampes à vapeur de sodium. Donc là, on utilise non pas des gaz rares, mais des vapeurs de sodium, des gaz à vapeur de sodium.
Donc ici, il faut savoir qu'ici, si je prends le carbone et l'hydrogène, ben, le carbone et l'hydrogène, on en fait du CH. Et CH, on en retrouve presque partout, dans les sucres, enfin, comment on appelle ça, dans les oses, les osides, les osanes, qui sont des hydrates de carbone, hein, les hydrates de carbone. On retrouve ça dans les hydrocarbures, CH, hein, on retrouve ça dans les médicaments, voilà. Pour ainsi dire, la chimie organique est composée de CH, en général, CH, hein, avec ça on fait déjà beaucoup de choses, des chaînes plastiques, du plastique et tout ce qu'on veut. Voilà, la chimie organique est très riche, avec plus d'un million de composés, hein. Chimie organique est très très riche. Et donc la chimie organique c'est avec du CHNO. Et alors on peut rajouter du chlore, du brome, hein, voilà. Mais en général, c'est du CHON, c'est le chaume. Le chaume, avec le chaume, on fait de la chimie organique, avec l'azote, l'oxygène, le carbone et l'hydrogène. Avec ça, on fait des millions de composés. Bien sûr, on peut rajouter du chlore, du brome et un peu plus d'autres éléments. Voilà. Maintenant, comparer les non-métaux par rapport aux métaux, ben, les métaux, on en fait généralement des outils, des matériaux, et tralali, tralala. Bon, maintenant, par exemple, ici, si je prends ici cette classe ici, mais cette classe-là, elle est très spécifique. On retrouve le carbone, le silicium et le germanium. Mais on en retrouve les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs comme le silicium et le germanium. Silicium et germanium, on fait les transistors, les diodes, transistors, voilà. On a les transistors au silicium, transistors au germanium, voilà. Et c'est des semi-conducteurs. Voilà. On fait les diodes, les thyristors, les transistors, les, le thyristor, c'est un petit peu un mélange de transistors, hein. C'est comme si on avait plusieurs transistors dedans, en fait, mélangés. Donc c'est un thyristor. On a le thyristor, on a le diac, le triac, voilà, tous les composants électroniques, petits composants électroniques. Et alors, bien sûr, on en fait bien sûr, les circuits intégrés. Circuits intégrés. Attention que les circuits intégrés, pour donner une petite explication sur les circuits intégrés, mais c'est le cœur même de l'électronique, hein. Maintenant, on ne voit plus. Avant, on pouvait recopier, je veux dire, bon, on avait une résistance là, on avait un condensateur là, on avait une résistance ici, une self ici, voilà. Et qu'est-ce qui se passait? Ben, par rapport à ça, hein, je pouvais regarder les pistes et retracer tout le schéma. Bon, maintenant, avec un semi-conducteur, même une usine qui fait du montage, du visserie de plaquettes, de plaques électroniques avec des composants, mais il se peut que la société qui monte ces composants-là ne sera pas, je veux dire, à elle seule créer un système électronique, bien qu'elle le monte, euh, fonctionnel. Si, euh, si on ne lui donne pas, je veux dire, un circuit intégré avec tout en fait, tout le brevet du circuit intégré dedans. Voilà. Bon. On peut vous dire, bon, vous faites du montage électronique, par exemple, je sais pas, on monte des smartphones, mais si on ne vous donne pas la puce avec tout le schéma électronique miniaturisé là-dedans, qui est le brevet même, va faire tout fonctionner en fait, hein. Si on vous donne pas, je veux dire, la puce avec toute l'architecture dans la mini puce, eh bien, ça ne marchera pas. Et c'est pas dit que la société qui monte le système électronique va pouvoir être capable de fabriquer, je veux dire, la mini puce. Voilà. On va dire le cœur même de la pensée du fonctionnement du système électrique, c'est la mini-puce. Ou les mini-puces, il peut en avoir plusieurs. Mais généralement, maintenant, avec une mini-puce, on sait mettre beaucoup de choses dedans. C'est fini le temps où on regardait, on avait des grosses résistances, des grosses. Voilà, et on pouvait tout copier. Maintenant, on a la miniaturisation. Donc, on fait des circuits de plus en plus complexes et miniaturisés qui font que la copie devient plus compliquée qu'auparavant. C'est plus compliqué de copier une puce que de copier, je veux dire, un schéma qui est déjà tout fait, qu'on n'a plus qu'à prendre des photos, à redessiner, et voilà, on aura tout. Et tous les composants sont là. Il suffit de savoir quels sont les composants qu'on a et de recopier tout. Voilà, on saura faire le circuit et il sera fonctionnel. Par contre, si maintenant, avec les puces de maintenant, on a beau monter un système électronique, mais généralement, c'est pas dit que l'entreprise qui monte le système électronique connaisse, je veux dire, l'architecture de la puce et qu'elle est capable de fabriquer l'intérieur des circuits de la puce. C'est pas dit ça. C'est pas dit.
Voilà, donc on peut délocaliser une société, de se dire, bon, tel pays va construire des smartphones, des téléviseurs, si, voilà. Elle sera capable de faire de la visserie, de faire du montage, etc. Mais c'est pas dit qu'elle sera capable de faire le circuit intégré qui contient, je veux dire, toute l'architecture de communication du circuit et du fonctionnement du système électronique. Que ça peut être c'est peut-être un portable, ça peut être, je veux dire, enfin, portable, il y a plusieurs puces, hein. Voilà, mais voilà. Parfois, une ou deux puces suffit, mais parfois, il faut plusieurs puces, hein. Voilà. Tout ça pour vous dire que maintenant, on est dans la miniaturisation des circuits. Maintenant, par exemple, si je prends une caméra maintenant, elles étaient grosses comme ça. Maintenant, on peut en avoir des tout petites, et encore des tout petites, et encore des tout petites, pour finir à avoir une caméra qui peut-être, je vous dirais, commandée par un circuit très petit, où la caméra peut rentrer dans une habitation au travers d'un trou. Voilà. Elle est robotisée, bon, elle rentre à travers un trou, elle vient espionner ce que vous faites. Il n'y a, y a aucun souci, on sait faire ça. On sait faire ça parce qu'on est dans la miniaturisation, et l'électronique se miniaturise, et ça veut dire qu'on a miniaturisation, ça veut dire qu'on descend de plus en plus petit, plus en plus petit. Ça veut dire que, je veux dire, avant on descendait, je sais pas moi, au millième, puis au millionième, puis au milliardième. Bon, si on maîtrise le milliardième, c'est qu'on s'est allé très loin, hein. Et après, on va aller où? Peut-être encore au 10 milliardième, au 100 milliardième. Si on arrive au 100 milliardième, on pourra faire entrer des puces dans le corps pour aller, je veux dire, combattre des cancers, pour aller voir ce qui se passe dans le corps, si on veut, au niveau médical, intervenir, faire une intervention, etc., etc. Voilà, donc la miniaturisation peut aider euh, euh, la science médicale, ça c'est sûr, puisqu'on fait rentrer une puce dans le corps et on va voir ce qui se passe, et quand on voit ce qui se passe, on peut intervenir, parce que quand on voit pas ce qui se passe, c'est plus compliqué, hein, on ne sait pas on ne sait pas, on essaie de voir par des diagnostics, on essaie de voir par ah, des cas de figure qui se sont déjà passés, mais si on voit, on sait directement ce qui se passe. Voilà. Et donc, si il existe des caméras miniaturisées pour aller voir ce qui se passe, ben, on sait intervenir plus facilement que de se dire, bon, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Voilà. Et comme plusieurs symptômes en médecine, plusieurs symptômes peuvent être, je veux dire, euh, un même symptôme peut être synonyme de plusieurs maladies. Bon, c'est plus délicat quand on ne voit pas. Quand on voit, c'est plus clair. Voilà, donc en fait, la miniaturisation électronique peut aider, je veux dire, la médecine dans beaucoup de... euh, voilà, voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que donc on retrouve les silicium germanium pour les puces, les circuits intégrés, et faire des circuits intégrés électroniques. Voilà, bon, ça c'est pour la petite histoire. Le mercure, on connaît le thermomètre au mercure. Hein, mercure a été beaucoup utilisé auparavant, on retrouve ça dans les usines, hein, on retrouve du plomb, du mercure, etc. Quand on démantèle une usine d'acierie, on retrouve plein de métaux lourds, je veux dire qu'il faut, il faut faire un nettoyage du site parce que, hein, au niveau écologique, je veux dire, il y a une pollution extrême de métaux lourds, hein, quand on démantèle un site sidérurgique, par exemple, ou métallurgique. Bon, ceci étant dit, donc on retrouve des matériaux radioactifs, hein, qui se trouvent souvent en bas, voilà. On retrouve l'uranium, voilà, ça je l'ai dit. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce tableau est classifié par éléments, euh, par masse. Par masse. Il est classifié par masse. Bon, qu'est-ce qui fait la masse? Ben, c'est la masse du proton et du neutron. C'est la masse du noyau qui fait la masse. Mais comme la masse du proton est égale à la masse du, le nombre, enfin, la masse du noyau est égale au nombre de protons et au nombre de neutrons. C'est le nombre de protons et de neutrons dans le noyau qui fait la masse de l'atome, la masse de l'élément. Mais comme il y a autant de protons que d'électrons, eh bien, le nombre d'électrons va faire la masse. Voilà. Ici, vous pouvez constater que donc, les électrons font la masse. 1, on les a classés par masse, et donc par nombre d'électrons. 1, 2, on a l'hydrogène qui vaut 1, l'hélium qui vaut 2, 3 le lithium, 4 le beryllium, 5 le bore, 6 le carbone, 7 l'azote, 8 l'oxygène, 9 électrons pour le fluor. Vous voyez qu'ils ont tous un nombre d'électrons, je veux dire, chacun son propre nombre d'électrons. Par exemple, si je prends le cuivre, il a 29 électrons. Il n'y aura personne d'autre, aucun autre élément qui aura 29 électrons et donc 29 protons.
à part le cuivre. Si je prends le cadmium, il a 48 électrons, 48 protons. Et donc, vous voyez que le cadmium est en dessous du cuivre, parce qu'il contient plus d'électrons que le cuivre. Et que le cuivre contient plus d'électrons que le vanadium. Que le vanadium contient plus d'électrons que le béridium. Donc, fatalement, plus ils sont massiques et plus on les retrouve en bas. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Sauf ici, il y a une colonne. Ouais, ici, je vois qu'il y a une flèche. Hein. Ça veut dire que cette bande-là, elle vient là. Hein. C'est un décalage. Ouais. C'est pas parce que ici on a 60 et là on a par exemple 78, mais 78 est plus grand que 60, donc lui il doit venir en bas. C'est parce que ce groupe-là, bon, ici vous voyez qu'il y a une ligne, ça veut dire que ce groupe-là s'insère là-dedans. C'est tout simplement ça, il s'insère là-bas. Voilà. Mais pour avoir un beau tableau qui n'est pas décalé, pour ne pas avoir de décalage, euh, ben on remet ceci en dessous. Voilà, c'est juste ça. Surtout que bon, ceux-ci, pour les étudiants ou pour ceux qui font de la chimie, bon, ceux-là, ils sont déjà moins utilisés, hein, je sais pas moi. L'uranium, bon, c'est pas n'importe qui touche à l'uranium. Hein. Bon, déjà, l'uranium, quand on touche à un uranium, neptunium, bon, et le plutonium, c'est déjà des, je veux dire, déjà, il y a des conventions internationales qui font que il y a des conventions de non-prolifération de, voilà, de certaines choses. Donc, c'est pas n'importe qui utilise ces éléments-là, parce que ce sont des éléments qui peuvent intervenir dans la création de certaines choses qui peuvent, je veux dire, réduire l'humanité à néant. Voilà. Donc, en fait, là, à ce moment-là, il y a une convention entre êtres humains qui font que, bon, on peut pas normalement utiliser c'est pas n'importe qui peut, je veux dire, chipoter avec ça. Voilà. Donc, c'est pour la petite histoire. Donc, on va le mettre en bas. On va le mettre en bas, ça ne nous intéresse pas. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est plus donc les métaux et les non-métaux et les gaz rares, et c'est ça qu'on va utiliser le plus. Bon, le restant, bon, c'est dédié à des communautés scientifiques bon, qui sont, je veux dire, liées à des conventions internationales. Voilà, de non-prolifération, par exemple, voilà, de non-prolifération. Voilà. Donc c'est pas tout le monde qui va utiliser le neptunium, l'uranium, voilà, le plutonium. On peut l'extraire et le vendre, mais bon, le traiter, ça c'est autre chose. C'est pas n'importe qui traite ça, et c'est pas n'importe qui va utiliser ça dans le tableau de Mendeleev. Voilà. Maintenant, on peut faire des petits exercices en classe concernant l'uranium, mais ça, il n'y a pas de problème. Bon, quand on voit des désintégrations, ben, on fait des petits calculs en classe, mais ça, c'est pas un problème. Donc, on va utiliser, je veux dire, cet élément-là. Maintenant, pour en revenir à la chimie organique, donc il y a des millions de composés, contrairement à la chimie minérale, des minéraux hein, qu'on retrouve au sol, la chimie des minéraux. Oui, la chimie minérale, c'est la chimie de ce qu'on retrouve au sol. Hein, les minéraux, qu'on retrouve du cobalt, du nickel, bah, dans des roches, c'est la chimie de tout ce qu'on retrouve dans les roches, l'eau, dans l'eau, etc., etc. Mais la chimie de, on va dire des roches. Parce que le cuivre, c'est des roches. Tout ça, c'est extrait. Hein. Le fer, on l'extrait, le cobalt, on l'extrait, le nickel, on l'extrait, le cuivre, on l'extrait, le zinc, on l'extrait, dans des roches. Et puis on purifie pour essayer d'avoir du fer à autant de pourcents de purification. Voilà. Et c'est comme ça, c'est valable pour tout. Tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve sur Terre. Contrairement à la chimie organique, c'est en proportion, toute proportion gardée. Je veux dire, le pourcentage qu'on trouve d'un côté en chimie minérale, ben, on le retrouve moins, par exemple, en chimie organique. Voilà. Il y a des proportions qui se font en opposition. En opposition. La chimie organique, c'est la chimie du vivant. Du vivant. Il y a la chimie des roches et la chimie du vivant. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a la chimie du non-vivant, euh, qui sont les roches. Est-ce que les roches vivent? Normalement, oui. Les roches vivent aussi, hein, parce que bon, il y a des échanges qui se font avec. Par exemple, si je prends les roches, les croûtes terrestres, bon, elles bougent. Il y a des magmas, il y a des fusions, il y a toutes sortes qui se passent. Comme dans l'espace, si je prends une planète, la planète, elle vit, elle tourne. Bon, il y a des températures, certaines températures. Il y a les champs magnétiques, bon, ça vit, il ne faut pas croire que ça ne vit pas. Tout ça, tous ces éléments qu'on a ici, ils vivent. Mais malgré tout, on va distinguer en deux parties. Les roches, on va dire, entre guillemets, que ça ne vit pas. Alors que ça vit, il y a des électrons qui tournent, et tralali, tralala. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle vie? Ben, on appelle vie le monde du vivant pour l'être humain. Le monde du vivant pour l'être humain, c'est tout ce que tout ce qui peut se nourrir, qui peut déféquer, qui peut avoir des stimuli, qui peut, je veux dire, donc j'ai dit se nourrir, comme je l'ai dit, répondre à des stimuli,
déféquer, croître et comment est-ce qu'on appelle ça, se procréer, voilà. Voilà, ben, les plantes peuvent se procréer, les insectes peuvent se procréer, les animaux peuvent se procréer, les êtres humains peuvent se procréer. Donc là, on appelle tout ça, on appelle ça le monde du vivant. Voilà. Alors que les roches ne sont pas considérées comme le monde du vivant selon la définition de l'être humain. Voilà. Mais en fait, quelque part, les roches, elles vivent aussi, hein, comme je l'ai dit. Hein. Ben, on va dire que ça ne vit pas, entre guillemets. Bon, donc on a le monde du minéral qui est le non-vivant des roches et le monde du vivant qui est la chimie organique. Donc tout ce qui est plantes, la constitution des tissus, bon, on est composé essentiellement d'eau, hein, donc d'oxygène, d'hydrogène, hein, donc d'oxygène, on retrouve l'oxygène ici, et de carbone, chaîne carbonée. Bon, et tout ce qui est énergie, qui est lipides, les sucres c'est tout du carbone et de l'hydrogène, les graisses carbone hydrogène, les hydrocarbures carbone hydrogène, voilà, tout ce qui est énergétique, c'est quoi? C'est les hydrocarbures, les lipides, les graisses, les protéines, hein, protéines, etc. Tout ça, ce sont des énergies qui peuvent être soit utilisées directement ou mis en réserve en cas d'une utilisation. Hein, ce sont des énergies. euh, et donc, ces énergies-là sont essentiellement constituées on les retrouve essentiellement en chimie organique. Carbone, oxygène, azote, hydrogène. Et on fait des millions de composés avec ceci. Des millions. Des millions de composés de plastique, des médicaments, tout ce qu'on veut avec la chimie organique. Voilà. À côté de ça, on a la chimie du monde minéral. Ouais, on a 50 000, voilà, environ une cinquantaine de mille liés de composants, je veux dire, la chimie minérale. Autant dire que la chimie organique est plus riche. Ils ont moins d'éléments, hein, nettement moins. CH1, mais ça, c'est fait en sorte, comment peut-on avoir beaucoup d'éléments? C'est fait d'une telle manière que la chimie organique, on peut lier les composants entre eux pour en faire des chaînes, et les chaînes peuvent être plus ou moins longues, et voilà. C'est par tricherie, on fait des tricheries, on rajoute des chaînes, et ces chaînes-là s'agrandissent et on obtient de nouveaux composés, et voilà. Et c'est une richesse incroyable. Bon, parce que on n'associe pas du fer avec du nickel ou du cuivre, mais c'est toujours du carbone avec de l'hydrogène et de l'azote. Et ces trois composés-là s'associent, qui donnent des fameuses chaînes, les plus grandes plus chaînes, avec des architectures, je veux dire, chacune différente, et qui font de nouveaux produits. Voilà. Voilà. Par contre, si je prends du fer carbone, j'ai pas 50 000 associations possibles. Hein. Fer carbone, voilà. Un fer carbone qui donne l'acier en fait. Voilà. J'ai pas 50 000 associations possibles. Par contre, si je prends le carbone hydrogène, je peux en faire des milliers. Hein des milliers. Mais c'est pas des millions. Des millions, non, je veux dire, je m'excuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des millions. Carbone hydrogène, j'en fais des millions. Voilà, je peux faire composant CH4, voilà. Je peux faire les alcènes, les alcines, les oses, les alcènes, les alcines, des alcanes. Dans les hydrocarbures, je peux faire des alcanes, des alcènes, des alcines, des sucres, des oses, des osides, des osanes. Je peux faire des graisses, tous les types de graisses. Voilà. Je peux faire toutes les huiles, du plastique, tralali, tralala, voilà. On est parti, plus produits chimiques, voilà. Des produits chimiques, je veux dire, liquides, solides, gazeux, peu importe. On retrouve la chimie organique. Bon, vous allez faire une peinture, mais généralement, une peinture, c'est de la chimie organique. Hein. Voilà. Donc ici, ben, des solvants, vous allez faire des solvants, etc., etc. Ouais, dans la chimie organique, on retrouve aussi d'autres fonctions. J'ai oublié de vous dire ça. C'est on retrouve ben, les cétones, bon, des acides, des tralali, tralala, voilà. De toute façon, c'est toujours composé de carbone et d'oxygène, donc peu importe la fonction que ça fait. Ça, on appelle ça une autre fonction, mais par exemple, OH, ça fera la fonction OH, ça sera un alcool. Ben, l'alcool, ça vient de la chimie organique, hein, parce qu'on a un composé oxygène. OH, voilà, on aura un composé cétone. Voilà, on va faire les solvants, avec la chimie organique. Voilà. La chimie organique va donner beaucoup de produits, aussi bien énergétiques que d'utilisation.
des huiles, énergétiques. Quand je parle énergétique, on va voir l'essence, l'octane. On retrouve on a l'essence à 95% d'octane, ce qu'on appelle l'essence, je sais plus comment on appelle ça, le super, la super 95, et à la super 98. 98, c'est 98% d'octane. Donc, l'octane, c'est 8 carbone, hein, c'est une structure à 8 carbone, l'octane. Voilà. L'octane, c'est une structure à 8 carbone. Donc, ça c'est l'essence, c'est énergétique. On retrouve beaucoup de carburants énergétiques. Les, bio, les biocarburants. Voilà. Les biocarburants. Voilà. On retrouve l'essence, le diesel, jet fuel, le mazout, hein, pour se chauffer, enfin tout ce qui est énergétique, soit pour se chauffer, soit pour, euh, pour faire fonctionner des mécaniques, parce que la mécanique fonctionne, je veux dire, avec de l'énergie, hein, il faut donner de l'énergie pour faire fonctionner une mécanique, il faut lui donner une énergie, je lui donne de l'énergie, je fais fonctionner la mécanique. Voilà. Et l'électronique fonctionne avec de l'énergie, si je donne pas, ouais mais ça c'est l'énergie électrique. Si je donne pas de l'électricité, ben, un circuit électronique il ne fonctionnera pas. Mais l'électricité peut venir de centrales au gaz. Donc, et de nouveau, on retombe sur la chimie organique. Parce que le gaz, c'est un composant de chimie organique. Et les gaz, on a différents types, hein. On a le butane, propane, on a le gaz qu'on va en, comment est-ce qu'on appelle ça, en camping, hein, le gaz de camping, le gaz pour en petite bonbonne qu'on fait le laboratoire, je veux dire, de chimie avec ou de physique. Voilà, on a les gaz butane, propane, voilà. euh, Voilà, on a différents types de gaz et c'est le corps de la chimie organique. Voilà, donc la chimie organique, c'est une richesse immense au niveau énergétique, au niveau matériaux, au niveau matériaux souvent plastiques, hein, parce que là on a les matériaux métalliques, et là on a souvent des matériaux plastiques. Et avec des huiles, les graisses, et les sucres et tout ce qui s'ensuit. Et le corps fonctionne qu'avec des éléments. Hein, on retrouve beaucoup de protéines, hein, dans le corps, hein, protéines, des glucides, des protides, voilà, et tout ceci. Et voilà, plus des éléments minéraux. On retrouve des éléments minéraux. Vous allez boire de l'eau minérale, vous allez vous retrouver avec des éléments qui se retrouvent dans l'eau minérale. Vous allez vous retrouver avec du magnésium, du calcium, voilà, du potassium, du sodium, etc., etc. Voilà. Donc dans les eaux minérales, on va retrouver des minéraux. Mais on va retrouver beaucoup d'éléments de chimie organique, hein, puisqu'en fait, si je prends une limonade, bon, euh, on va retrouver beaucoup d'éléments provenant de la chimie organique, hein. Notamment, si je mets des arômes, les arômes c'est d'office la chimie organique, hein. Voilà, donc ce que je voulais dire, voilà, je vais arrêter ici pour ce qu'il en est maintenant. Tableau périodique de Mendeleïev, vous voyez qu'on a un électron pour l'hydrogène, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et chacun a son nombre d'électrons. Et donc chacun a son nombre de protons bien différenciés. Donc comme j'ai dit, si je dis 48, ben 48 c'est le cadmium, c'est personne d'autre. Il n'y a que le cadmium qui a 48 électrons, 48 protons. Donc ça fait, ici on a une suite arithmétique de raison 1 en fait, de 1 jusqu'à 118. Ce qui veut dire que si on va jusqu'à 118, on a 118 éléments. On va jusqu'à 118 éléments. 118. Alors il faut savoir que c'est organisé par période. C'est pour ça qu'on dit tableau périodique de Mendeleïev. Ouais, Mendeleïev. Il y a le Mendeleïevium ici, MD, hein, c'est l'élément 101. Ouais, 101. Parce que je l'avais oublié, le monsieur, là. Voilà, je n'ai pas cité tous les noms des personnes qui avaient donné, enfin, pour lesquelles on a attribué un élément atomique. Voilà. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas tous répertorié, j'ai pas tout répertorié le tableau. J'ai dit simplement quelques-unes des personnes. Et j'avais oublié Mendeleïev. Donc, Mendeleïev, c'est celui qui a fait le tableau ici. On retrouve le Mendeleïevium, qui est le numéro 101. Voilà. Et grâce, parce que on trouve le Nobelium aussi, hein, de Nobel, hein, qui est un Suédois. Voilà. Là, pour la petite histoire, le Nobel, il n'y a pas le Nobel de mathématiques comme par hasard, parce qu'en fait, je crois qu'il a eu des problèmes avec sa femme, et sa femme était, je crois, enseignante en mathématiques, donc il a décidé de pas.
Je veux dire, pas faire de Nobel de mathématiques. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas le Nobel de mathématiques, mais il devrait y avoir le Nobel de mathématiques. Voilà. Ben, ça, c'est pour la petite histoire. Bon, il faudra aller voir sur Internet ce qu'il en est de Nobel, mais c'est pas le but du jeu. Ici, ce que je voulais dire ici, donc on a un électron pour l'hydrogène, 2 pour l'hélium. Donc, ici, l'hélium, il a sa couche remplie ici, l'hélium. Et dans la couche K, on sait mettre que 2 électrons maximum. Et c'est l'hélium qui le remplit. Bon, ensuite, on a lithium 3, 4. Comme la couche K est remplie, il faut passer par une autre couche, qui est la couche L. Voilà. Donc le lithium aura 3 électrons, beryllium 4, bore 5, carbone 6, azote 7, 8, 9, 10. Bon. Ce qui veut dire que le néon, il possède des électrons. Et dans sa couche K, dans un maximum 2. Et bon, on va dans la couche L, la couche suivante, on en met 8 pour en avoir 10. Voilà. Par exemple, si je prends le calcium, il a 20 électrons. Mais vous comprendrez que 20 électrons, je sais en mettre que 2 sur la couche K, L 8, M, donc ça qui fait 8, 9, 10, 20 moins 10, je vais en avoir 10 sur la couche M. On va regarder ça tout de suite. Donc pour le 20, pour 10, 18, 20, pour 20, 20 c'est le calcium. Ouais, en fait ici ils ont répertorié en... Ouais, comme on est dans la couche 4, je m'excuse. Hein. Ouais. Ici on a mis ceci. 2, ils ont réparti comme ceci. 2, 8, 8, 2. 2, 8, 8, 2. Voilà. Ils ont rempli 8 électrons, après ils ont mis 2 électrons. Voilà. Et là, on a bien 8, 9, 10, et 10, ça fait 20. On a bien 20 électrons. Et ça, c'est pour l'élément 20, c'est pour le calcium. Mais sachez que parfois, ici, on peut remplir complètement. Hein. Par exemple, je prends le krypton. Les kryptons, ils ont complètement rempli. Le krypton, c'est K2, fatalement. KL, 8 électrons sur la couche 2. Sur la couche numéro 3, KLMN, voilà. Ouais, j'ai combien de couches? J'ai 7. En fait, on a 7 périodes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 couches. K, L, M, N, O, P, Q. Voilà les couches. On a 7 couches. 7 couches électroniques. Ce qu'on appelle des couches électroniques. K, c'est la première couche, la couche 2, la couche 3, la couche 4, la couche 5, la couche 6, la couche 7. Donc c'est pour ça qu'on dit que tableau périodique, mais il est périodique parce qu'il y a 7 périodes et donc fatalement 7 couches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, mais ici j'étais en train de parler du krypton. Le krypton c'est KR. KR, en fait il y a 2, 8, 18, 8. 2, 8, 18, 8. Voilà. Et là on a rempli complètement la couche M. Là, la couche K, elle est complètement remplie. La couche, voilà, elle est complètement remplie. Voilà. Donc, en fait, pour ainsi dire, dans la couche K, on peut mettre 2 électrons maximum. Dans la couche L, 8 électrons maximum. Et dans la couche M, on peut en mettre 18. Mais parfois comme j'ai montré pour le calcium, hein, on n'a pas fini de remplir. Ça, c'est pour une explication. C'est une explication que je donnerai plus tard. Hein, il y a une raison à ça. Hein. Il y a une raison. Mais je ne vais pas la donner ici parce que c'est pas le but du jeu, parce que je risque d'embrouiller certaines personnes. En fait, ici, on a pour le calcium 2, 8, 8, 2. On n'a pas rempli, la couche 2, 8, 8. Vous voyez, 2, 8, 8. Ben, on l'a pas rempli. On a pour le calcium, ça c'est pour qui? C'est pour le krypton. Hein. Alors pour le calcium, on a 2, 8, 8 et 2. Voilà, ça c'est pour le calcium. Alors vous voyez qu'ici la couche M elle n'est pas remplie. Elle n'est pas remplie, mais on a décidé de passer à la couche suivante, N. Alors ça c'est une raison que je vais expliquer plus tard. Mais disons que là, le krypton qui est un gaz rare, là, toutes ces couches sont complètes. Toutes ces couches sont complètes. On a 18 électrons. Et donc ce qui veut dire par là qu'on sait mettre 2, 8, 18, 18. Et puis, normalement, on sait qu'on remette 32.
32 ici. Voilà. Donc ici, si j'appelle n numéro de couche, eh bien, on voit que ça suit une loi de 2n carré pour avoir le nombre d'électrons. Nombre d'électrons suit une loi de 2n carré. Par exemple, la couche 1. Mais 1 au carré fois 2, ça fait 2 électrons. La couche 2, 2 au carré, 4 fois 2, ça fait 8 électrons. 3 au carré, 9 fois 2, 18. 4 au carré, 16 fois 2, 32. Mais après, attention qu'ici ça augmente, mais à un moment donné, ça va diminuer. Hein. Voilà. Ça va diminuer, ça va pas toujours augmenter. Hein. On va pas avoir, c'est pas purement mathématique aussi, ça va diminuer. On va avoir une diminution dans le sens inverse. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on peut voir? Que donne le tableau de Mendeleïev ici? Ben, il donne le nombre d'électrons, nombre de protons, fatalement nombre d'électrons, nombre de protons. Il est classifié par ordre croissant d'électrons, et donc par ordre croissant de protons, et donc par ordre croissant de masse. Donc il est organisé par ordre croissant de masse. Mais il est organisé par ordre de période, par couche. Par couche, on a la couche 1, 2, 3, 4. Donc ça a été fait par un tableau en ligne-colonne. En ligne-colonne. Dans laquelle on vient ajouter ceci, on l'a retiré là pour pas avoir un tableau bizarroïde, et en mettant bien les non-métaux et les métaux là, et fatalement, dès qu'on a fait une architecture, une organisation d'un tableau de cette manière-là, mais on a beaucoup de propriétés qui vont être, je veux dire, on va dire, s'organiser de telle manière à avoir une descendance ou une croissance. Une croissance ou une décroissance. Je pense par exemple à l'électronégativité. Voilà. Si je prends le fluor, c'est la plus forte électronégativité. Fatalement, on va retrouver la plus basse électronégativité qui est le francium, qui est là. Fatalement. Étant donné qu'on a une architecture, je veux dire, d'organisation, ben, fatalement, il y a d'autres propriétés qui vont de nouveau se réorganiser. Donc, la plus grande électronégativité là, vers la plus faible, qui est le francium. Voilà. Donc maintenant, ici, que va donner ce tableau périodique de Mendeleïev? Beaucoup de choses. Hein. Elle va faire ressortir, bien sûr, bien des tests en laboratoire, et bien sûr, l'analyse, l'étude, etc. De chacun des composés élémentaires qu'on retrouve dans l'univers, ici, hein, tout ça, on le retrouve dans l'univers. Ben, on va retrouver la structure cristalline, hein, qui est donnée, hein, c'est le schéma cristallin, quel type de schéma qu'il va adopter, et ça, on le visionne, et puis après, une fois qu'on l'a visionné, qu'on a vu comment était sa structure, à ce moment, il le met dans le tableau de Mendeleïev, il aura tel élément à telle structure. Et voilà, c'est quelqu'un qui veut faire un exercice ou un laboratoire ou quelque chose comme ça, ou qui travaille sur des études sur un matériau et qui utilise un type d'élément, il doit connaître sa structure cristalline, et donc fatalement, il va aller voir dans le tableau de Mendeleïev comment la structure cristalline de tel élément. Alors on retrouve l'électronégativité, qui est une échelle ici de Pauling, hein, parce qu'il y a d'autres échelles. On peut retrouver le rayon atomique, hein, en nanomètres. Ici, dans ce tableau aussi, qui vient bien sûr, ce tableau aussi vient d'UCB Pharma, Pharmaceuticals Chemicals Films. Voilà, bon, ça vient de UCB Pharma. Hein, on retrouve UCB Pharma à Leuven, à Louvain-la-Neuve et à Liège. Et donc ici, on retrouve, donc, comme j'ai dit, les rayons atomiques en nanomètres. Ben, on aurait pu les donner en angstrom. Bon, ici, ils l'ont donné en nanomètres. Ils ont donné l'électronégativité dans une échelle de Pauling. On aurait pu donner une autre échelle, il n'y a pas que l'échelle de Pauling. Ils ont donné la masse volumique à 20 degrés Celsius, donc ici en kilogrammes par mètre cube dans le système international, fois 10-3 pour les liquides et les solides, et en kilogrammes par mètre cube à 1 bar pour les gaz. Voilà. Voilà. Donc ici, ils ont fait à 10-3 pour les liquides et solides, et à voilà, et à 1 bar pour un gaz. La résistivité électrique, bon, ça c'est, on l'a vu, la résistivité électrique, c'est en ohm fois 2 mètres, qui est donné fois 10 moins, je m'excuse, fois 10 moins 8. 10 moins 8. Qui est donné à 0 degré, parce qu'on sait bien que la résistivité varie en fonction de la température. Hein. Donc ici, elle est donnée à 0 degré Celsius. Alors, ils ont donné la température d'ébullition,
à 1 bar. Ils ont donné la chaleur de vaporisation en kilojoules par mole. Ils ont donné la chaleur de fusion en kilojoules par mole. La chaleur spécifique en joules par kilo Kelvin, fois 10-3 à 25 degrés Celsius. Ils ont donné la masse atomique standard dans le système du carbone 12. Ouais, ouais, parce qu'en fait, le système ici des masses atomiques, ils ont pris comme base le carbone, que le carbone, voilà, était 12. À partir de là, bon, tous les autres sont proportionnels au carbone 12. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils ont fait, c'est-à-dire l'échelle de masse atomique. Température de fusion en degrés Celsius, bon, de l'élément, bien sûr, je parle toujours de l'élément. La conductivité thermique en watts par mètre Kelvin fois 10 au carré à 25 degrés Celsius. Le volume atomique en mètre cube par mole fois 10-6, je vois pas très bien, mais enfin bref. Le rayon covalent pour une liaison simple en nanomètres. L'énergie de première ionisation en électron-volt. L'affinité électronique en électron-volt. Voilà. Et la structure électronique, comme je viens de spécifier, les couches K, L, M, N. Et alors, bon, ils vous ont donné le nombre atomique qui est Z, hein, les états d'oxydation, hein, caractère de l'oxyde. Voilà, et là, il faut aller voir les notes. Et les structures cristallines, bien sûr, que je vous ai expliqué, ben, on peut avoir la cubique à face centrée, la cubique centrée, l'hexagonale, le rhoboédrique, tétragonale, orthorhombique, monoclinique, etc. Voilà. Alors, il vous donne les isotopes radioactifs sélectionnés. Voilà, tout ceci, toute cette branche-là en plus. Ici, il vous donne des notes concernant, je veux dire, en bleu, c'est l'oxyde basique, en rouge, c'est l'oxyde acide. S'il y a, bon, bleu et rouge, ben, c'est un amphotère. Il fait les deux. Amphotère, alors, s'il est plus bleu que rouge, et qu'il est mélangé de rouge et de bleu, moi, c'est un amphotère à prédominance basique, et vous comprenez que l'inverse, c'est un amphotère à prédominance acide. Hein. Donc, vous voyez, vous devez respecter les unités qu'il y a ici, en fait. Les unités Bien sûr, pour trouver le nombre de protons, vous faites de neutrons, pardon, il faut faire un calcul. C'est, on va dire, la masse A totale moins Z. Donc, la masse atomique, c'est A. Masse atomique standard dans le système du carbone 12, hein, c'est A. Donc, A, on retrouve ici dans le fond. Il y a une légende, de toute façon, il faut voir la légende. On a la masse, et si on fait la masse moins le nombre de atomique qui représente le nombre d'électrons et le nombre de protons, ben on a le nombre de neutrons. Donc il faut un petit calcul A moins Z pour trouver le nombre de neutrons. Et là, on a toutes les structures cristallines, comme j'ai expliqué. Par exemple, si je prends par exemple le fer, quelle est sa structure cristalline, mais c'est un cubique centré. Ici, je vois que c'est le fer, sa structure cristalline, c'est un cubique centré, puisque je vais voir la légende ici, la légende dit que c'est un cubique centré. Voilà. Si je prends par exemple le gallium, le gallium, sa structure, c'est une structure cubique, le gallium. Le zinc, c'est une structure hexagonale. Voilà, et ainsi de suite. On peut voir toutes les structures de chacun des éléments au travers du tableau de Mendeleev. Voilà. Par exemple, le titane, c'est une structure hexagonale. Par exemple, si je veux le rubidium, quelle est la masse atomique du rubidium? La masse atomique du rubidium vaudra 101,070. Voilà. La plus petite masse, vous comprendrez que c'est l'hydrogène, 1,0079. Voilà, 1,0079. Voilà, et le carbone, c'est 12,0110. Voilà. Ils ont été mettre la masse à 1, 2, 3, 4 au 10 millième près. La masse est au 10 millième près. Donc, bon, ils ont mesuré avec une précision quand même de 10-4. Voilà. Et donc, il y a aussi la configuration, ce que je n'ai pas dit, la configuration électronique que je parlerai à un moment donné. La configuration SPD, 1 S2, 2 S2, 2 P2, ça j'en parlerai. Voilà. Bon, et si je retourne le tableau, derrière le tableau, on retrouve
beaucoup de choses. Les constantes de dissociation des acides dans l'eau, l'échelle d'oxydoréduction, hein, voilà. Attention qu'il y a des échelles qui donnent le contraire, hein. Faire très attention. Ici, dans cette échelle-ci, on va du plus oxydant vers le plus réducteur. Voilà. Et le niveau 0, c'est l'hydrogène. Voilà. On retrouve les produits de solubilité à 25%, à 25 degrés, pardon. On retrouve les constantes physiques, hein, vitesse de la lumière, constante de Boltzmann, constante d'Avogadro, constante de volume molaire des gaz parfait, constante molaire des gaz, Faraday, constante de Planck, constante de Stefan Boltzmann, le rayon de Bohr, constante de gravitation, la permittivité du vide, perméabilité du vide, le rayon classique de l'électron, constante de Rydberg, voilà. Voilà. Il vous donne l'unité d'activité radionucléaire qui est voilà, 3,7 fois 10 exposant 10 becquerel. Donc un CI égale 3,7 fois 10 exposant 10 becquerel. Et là, il vous donne toutes les unités avec les constantes, avec voilà, leurs unités, hein. Il vous donne les propriétés de quelques particules subatomiques, hein. L'électron, le neutron, le proton, le photon et le neutrino. Voilà. Avec la masse au repos, la masse atomique relative, le rayon, le nombre quantique de spin, la charge et le moment magnétique. Par exemple, si je prends le neutrino, le neutrino, son symbole c'est nu, nu, la lettre grecque nu. Et le photon c'est gamma. Voilà. Alors que l'électron c'est E, le neutron c'est N et le proton c'est P. Et par exemple, si je prends pour le neutrino, le rayon est proche de 0. Voilà. Le nombre quantique de spin c'est 1,5 et la charge c'est 0. Là, une charge de neutrino, bon, il est neutre, charge neutre, 0. Moment magnétique vaut 0. Avec l'unité qui va associer, hein. Et on retrouve les énergies de liaison simples, voilà, liaison multiples, etc. Par exemple, ici, si je prends la liaison HH, elle vaut 432. Bien sûr, en kilojoules par mole, hein. Donc, voilà, si je veux la liaison carbone-carbone, 346 kilojoules par mole. Voilà. C'est un tableau en ligne, à lire en ligne et colonne. Et alors ici, on retrouve quoi? Le calcul des pH, hein, avec quelques formules. Acide fort, c'est pH est moins log de la concentration d'acide. La base forte, c'est pH égale 14 plus log de la concentration de base. L'acide faible, c'est pH égale 1,5 pKa moins log de Ca. Bien sûr, 1,5 étant mis en évidence, hein. On a pKa moins log de Ca, le tout fois 1,5. Les bases faibles, bon, c'est pH égale 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log de Cb. Les mélanges tampons pH égale pKa plus log de Cb divisé par Ca. Et alors on a les sels d'acide forts et de base forte, pH vaut 7. Les sels d'acide faible et de base forte, pH égale 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log de Cs. Hein, Cs étant la concentration en sel. Le sel d'acide fort et de base faible, pH égale 7 moins 1,5 pKa plus 1,5 log de Cs. Et sel d'acide faible et de base faible, le pH égale 7 plus 1,5 pKa moins 1,5 pKb. Voilà. Et c'est un tableau qui a été édité en 1989. Et toutes les échelles, par exemple ici d'oxydoréduction, sont prises à un potentiel standard d'électrode en volts, bien sûr, à une température de 25 degrés et à une pression de 1 bar. Voilà. Et ça, ces données, les valeurs-là sont données aux conditions de laboratoire qui sont données, c'est-à-dire 25 degrés et pression d'1 bar. Eux, ils ont dû mesurer ça à 1 bar. Parce que si vous faites ces mesures-là dans une autre température, ça risque de se modifier. À une autre pression, ça risque de se modifier. Donc, en fait, ils ont mis à 1 bar. Voilà. Alors, ils ont mis les produits de solubilité, par exemple, quel produit de solubilité entre un anion et un cation. Si je prends, par exemple, l'anion Ba2+, avec le F-, ben, c'est 1,84 fois 10-7. Voilà. Et là, on a le produit de solubilité de beaucoup de produits entre eux. Mais il y en a qui sont insolubles, donc voilà, il n'y aura pas de solubilité, puisqu'ils sont insolubles. Et on a les produits de solubilité de chacun. Et alors, on sait voir si un produit est soluble ou pas par rapport à un mélange. Si on fait un mélange, par exemple, de Pb2+, avec par exemple, je vais prendre du C2O4-. Voilà, le Pb2+, avec C2O,
C2O4-, c'est 8,51 fois 10-10. Et on sait étudier la solution. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a? Ben, on sait faire des calculs grâce aux constantes physiques qui nous donnent ici. On peut calculer donc les potentiels d'oxydoréduction, hein, soit dans les piles ou quand on veut étudier de l'eau, on veut étudier le potentiel d'oxydoréduction d'une eau, hein, savoir si elle est antioxydante ou oxydante, hein, si elle est antioxydante ou oxydante, l'eau, ce qui est un fort important pour nous, savoir qu'une eau est basique, basique c'est bien pour le corps, mais il faut savoir autant savoir aussi si elle est antioxydante. Voilà, si elle est antioxydante, c'est encore mieux. Parce que si elle est réductrice, enfin si elle est oxydante, antioxydante, c'est réductrice. Hein. Donc si elle est, voilà, si elle est antioxydante, plus c'est antioxydant, mieux c'est. Une eau est antioxydante, mieux c'est. Ça aide le corps, je veux dire, au niveau santé à certaines choses. Voilà. Tout comme une eau basique, c'est mieux. Voilà, parce qu'on mange déjà beaucoup d'acide. Et pour éliminer l'acidité, le corps fait ce qu'il doit faire, mais en fait, quand on boit de l'eau basique, ben, ça va aussi, je veux dire, l'eau basique va, je veux dire, neutraliser cette acidité, en fait. Voilà. Et généralement, l'acidité vient de l'alimentation. Voilà. Produit de solubilité, c'est pour savoir si je mélange de produits, il va voir s'il va être soluble ou pas. Les énergies de liaison, ben, c'est pour c'est liaison de rupture. Et là, on donne avec une liaison simple et à double liaison. Voilà. Et ici, c'est quelques propriétés de quelques particules subatomiques qui donnent la masse atomique au repos relative, le rayon de l'électron, du neutron, du proton, du neutrino, du photon. Ça, c'est pour faire des calculs, je veux dire. Et voilà. Et ici, on a quelques calculs de pH. Donc, pH qui est, je veux dire, la concentration la concentration. Enfin, on va dire que le calcul d'un pH, c'est plutôt de savoir s'il est plutôt acide ou basique, ou neutre. Voilà, pH. Bon. Et donc, on a une échelle qui va de 0 à 14 et on sait voir s'il est à 7, il est neutre, ben, si il est au-delà, il est soit acide ou basique. Donc, ça donne les structures cristallines et beaucoup de chiffres, de valeurs étudiées, enfin, qui ont été faites par des laboratoires hein, et qui donnent donc l'électronégativité, le rayon atomique, voilà, la masse volumique. Bien sûr, aux unités qui sont données ici. Hein. Donc, si vous faites un calcul, attention aux unités, sinon le calcul sera faux. Hein. Et alors, on donne aussi les états d'oxydation. Hein. Ici, rouge, bleu, hein, savoir si c'est plutôt un composant oxyde, si c'est plutôt un oxyde basique, un oxyde acide, si c'est plutôt un amphotère, ou un amphotère à prédominance, je veux dire, acide ou basique, suivant la couleur bleu ou rouge ici qu'on voit ici. Par exemple, si je prends le chlore c'est bon, pour les différentes, pour les étages d'oxydation 7, 5, 3 et 1, ben, ça a une prédominance, je veux dire, oxyde acide. Voilà. Si je prends l'aluminium, c'est un amphotère en fait. Voilà, et donc l'état d'oxydation de l'aluminium, bon, ça va plutôt dire une tendance à être, je veux dire, à jouer le rôle d'amphotère. Alors bon, dernière chose avant de terminer donc, cette vidéo sur le tableau de Mendeleev. La première colonne, ce sont les alcalins. La deuxième colonne, ben, les alcalins, on retrouve l'hydrogène, le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, le francium. Voilà, c'est la première colonne. Deuxième colonne, on retrouve la famille des alcalinoterreux. Ensuite, on retrouve les terreux qui est aluminium, gallium, l'indium, ouais, l'indium, le thallium, ouais, thallium, UT c'est l'ununtium, voilà, et ça c'est tous les terreux.
Ensuite, on retrouve ici la famille des carbones, les carbonides, la famille des azotes, les azotides, la famille non pas de l'oxygène, mais des sulfures. Hein. On n'a pas pris l'oxygène. Ici, on a pris le carbone pour dire carbonide. L'azote, premier élément, c'est le carbone pour dire carbonide. Premier élément, azote pour dire azotide. Et là, on n'a pas pris l'oxygène pour dire azotides. Voilà, on n'a pas fait ça. On a pris le deuxième, on a appelé ça les sulfurides. Voilà, sulfurides. Et alors, tout ce qui est fluor, chlore, brome, l'iode et l'astate, c'est la famille des halogènes. Et là, on trouve la famille des gaz rares. Voilà. Alors, ils ont classifié aussi ceci, toute la bande ici. La bande ici, ils appellent ça les actinides et au-dessus, les lanthanides. Donc, on a les lanthanides et les actinides. Bon, c'est des dénominations, hein, bon, ça, voilà. Et il faut savoir, par exemple, que les alcalins, ben, ils ont une structure de Lewis. Oui, il y a la structure de Lewis qui est donnée aussi. Heureusement que j'en parle, parce que c'est fondamental pour les liaisons. J'avais expliqué la structure de Lewis, mais ici, bon, la structure de Lewis, ici, on ne la voit pas fort. Hein. Elle est donnée ici. Si on va voir la structure de Lewis, bon, je préfère un tableau comme celui-ci. Vous voyez, on la voit ici, hein, les gaz rares. Attention que les gaz rares, ici, dans ce tableau-ci, à droite, les gaz rares, ils l'ont mis à gauche. Bon, ça change rien. C'est pas un problème, ça. Bon, la structure de Lewis, c'est ce qu'on voit là. Voilà, tout ceci. Hein, ici, il donne les caractères métalliques, caractères non métalliques, et les éléments non réactifs. Voilà, voilà. En bleu, c'est caractère métallique. Hein, caractère métallique. Ici, le caractère métallique, il est fort. Et il commence à diminuer ici, en fait, pour devenir caractère non métallique. Et on voit bien qu'ici, c'est la couleur, en fait, c'est ce qu'on voit ici, c'est les couleurs bleues. Ce que j'avais dit ici, les oxydes basiques, mais c'est le cas. Ça va donner un caractère métallique, tout ce qui est en bleu. Par contre, ici, on commence à avoir du rouge, on commence à avoir voilà, un aspect non métallique qui commence à rentrer en jeu. Voilà. Donc, on n'a plus du bleu complètement ici. On n'a pas du bleu, on commence à se mélanger avec du rouge. Et c'est pour ça qu'ici, on a du bleu complet, du bon bleu, et là, on a du bleu verdâtre. Donc, ça veut dire qu'il y a du bleu qui se mélange avec du jaune. Donc, on est de moins. Ici, on est fortement métallique, et là, on devient. Ben, on a une proportion de métallique, mais avec un caractère, je veux dire, légèrement, voilà, non métallique. Voilà, légèrement. Parce que le rouge, c'est oxyde acide. Donc, voilà, suivant le tâche d'oxydation, ben, s'il est bleu, ben, ça va être, on va dire, fortement métallique, mais s'il est rouge, bon, on commence à descendre. Ici, si je vois du rouge-bleu pour le manganèse, pour les tâches d'oxydation 4, il est rouge-bleu. Alors que pour le tâche d'oxydation 2 et 3, il est complètement bleu. Vous voyez, et pour le 7, il est rouge. Donc là, il y a une prédominance, je veux dire, pour les tâches d'oxydation 7, il est plutôt oxydacide, et donc voilà, avec un aspect, je veux dire, caractère non métallique pour les tâches numéro 7. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a du bleu caractère métallique, mais après, on a un mélange de caractère métallique avec des propensions non métalliques suivant notre tâche d'oxydation. Et c'est pour ça qu'on a du bleu ici, et là on a commencé à avoir du vert, pour finir avec du jaune là-bas. Là-bas on est complètement non métallique, hein, complètement non métallique. Quoique, ici, ceux-ci sont tous rouges, donc c'est complètement fort jaune. Par contre, ici, on a une proportion légèrement jaune, moins jaune. Donc, on a rajouté un petit peu de rouge, du bleu ici dans ce cas-ci. Légèrement bleu, légèrement bleu. Effectivement, on peut voir par exemple pour la stat, mais il y a un petit peu de rouge. Pour la tâche d'oxydation numéro 3. Enfin, un petit peu de bleu, pardon, je m'excuse. Il y a un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu. Voilà. Donc, ils n'ont pas le caractère métallique le même partout, fatalement, en fonction des tâches d'oxydation. C'est-à-dire un caractère soit fortement métallique ou moins métallique. Ici, caractérisé par du bleu, du jaune métallique pur, bleu et non métallique jaune, mais on a des proportions en fonction des tâches d'oxydation qui va faire des mélanges des deux, et on aura certains éléments qui seront à certains étages d'oxydation mélangés de caractère métallique et non métallique, mais avec des proportions suivant ce qui est donné ici. Voilà.
Voilà. Voilà, donc ici, la configuration de Lewis est donnée ici en grand. Et les périodes, c'est bien, hein, ici il est marqué période, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a cette période. On a bien les actinides, les lanthanides ici, hein, comme j'ai expliqué. Voilà. Et ça, c'est un tableau périodique des éléments par Willems et J. Lecoq, bien sûr, qui n'est pas, je veux dire... Ouais, ici on retrouve... Non. Ici on retrouve bon, le pK de quelques électrolytes faibles, hein, l'acide sulfureux, que vaut son pK 1,8, l'acide phosphorique, l'acide nitreux, l'acide fluorhydrique, l'acide acétique. L'acide acétique, c'est le vinaigre, hein. L'acide carbonique, qu'on trouve dans les limonades, H2CO3, l'acide sulfhydrique, voilà, l'acide hypochloreux, l'acide salicylique et l'ammoniac. Ammoniac avec QUE, ça je l'ai déjà dit, c'est NH4, je sais pas NH3, parce que NH3 c'est ammoniac avec un C. Et là on retrouve les fameux pK, tous ces acides. En fait ce sont des pKa. pK de l'acide, les différents acides, le pKa il est là. Et alors il donne des virages de quelques indicateurs d'acidité, hein, valeur de pH, le bleu de thymol, pourpre de M-crésol, rouge Congo, méthyl orange, tournesol, bleu de bromothymol, rouge neutre, voilà. Et il donne, je veux dire, quelques indicateurs au niveau acidité, voilà. On retrouve le jaune, rouge, jaune, bleu, bleu, rouge jaune, rouge bleu, rouge jaune, incolore violet, orange violet. Bien sûr, bleu de thymol, bon, on aura du bleu, hein, bon, pourpre de M-crésol, on aura du pourpre. Rouge Congo, on aura du rouge. Méthyl orange, on aura mais orange, rouge-orange, c'est un mélange de rouge-orange. Tournesol, bon, ouais, tournesol, bon, c'est plus difficile à dire. Bleu de bromothymol, on aura du bleu, rouge neutre, on aura du rouge, etc., etc. Et donc, un indicateur, ça va virer, suivant qu'on va plonger l'indicateur, ça va virer vers une certaine colorimétrie, en fonction de, ouais, si on est acide, voilà, voilà, acide ou basique ici. Ici, on va de 0 à 14, c'est voilà, c'est la valeur. C'est le pH. pH peut aller de 0 à 14 et il va virer suivant la zone qu'il a indiquée. Donc, on peut connaître l'acidité quand le papier va changer de couleur. Donc, il donne les zones où ça peut virer. Bon, ici, on retrouve les cations, les anions, voilà, et on retrouve les solubilités, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et bon, ça, j'ai déjà expliqué, les rayons atomiques, hein, du lithium, de sodium, voilà, hein, en angstrom, rayons atomiques en angstrom et les rayons ioniques en angstrom, voilà. Non, attention qu'ici, non, ici, il vous donne lithium, sodium, en fait, il vous donne les rayons atomiques en angstrom, moins, et moins le rayon ionique, voilà, qui est la variation de rayon. Si je fais 1,5 moins 0,6, 0,9, 1,8 moins 0,9, 0,9, 2,3 moins 1,3, ça fait plus ou moins 1, ça fait environ 0,9, 2,4 moins 1,5, ça fait 0,9, 2,6, voilà. C'est la différence entre le rayon atomique moins le rayon ionique en angstrom, mais ici on a plus ou moins 0,9 pour le lithium, sodium, potassium, rubidium, césium. Pour le fluor, chlore, brome, iode, ben 0,6 moins 1,4, ça fait environ 0,8. 1 moins 1,8, environ 0,8. Et c'est pour ça qu'ils ont mis plus ou moins 0,9, plus ou moins 0,85. Voilà. Ici, ce sont les électronégativités. Hein, on retrouve le fluor 4, hein, c'est la plus forte. Et après, on diminue. L'oxygène, le chlore, voilà, ils l'ont mis dans l'ordre décroissant. Voilà, et le césium, ici, il est à césium 0,7.
0,70, c'est juste. Et oui, mais le français est plus petit, hein. C'est pas le plus petit. Ici, ils ont mis quelques éléments, ils n'ont pas tous les éléments. Donc on sait voir un petit peu, il donne un peu les mêmes informations. Moins complet, bien sûr celui-ci est plus complet, hein. Ça vient d'une société. Ça fait par deux personnes, bon. Hein. Voilà. Et on retrouve le caractère ionique partiel des liaisons, hein, en pourcent. Alors on sait voir par exemple que caractère ionique de la liaison en pourcent, différence d'électronégativité, mais quand l'électronégativité est supérieure à 1,8, 1,9, on va dire, ici je suis en train de mesurer 0,6, 0,8, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8. Voilà. Quand on est au-dessus de 1,9, on a une électrovalence, c'est-à-dire une liaison ionique. Quand on est entre 0,5, 0,5 et 1,9, 1,9, ben, c'est une liaison covalente polarisée. Et quand on est en dessous de 0,4, mais on a une covalence pure, une covalence normale, et si elle vaut 0, elle est pure. Voilà. Et ça, c'est en fonction des... Bon, généralement, on ne met pas un 9. Je ne sais pas si on met un 9, mais je crois qu'on décide à partir d'un 7 que c'est... voilà. La barrière est à un 7 entre la covalence polarisée et l'électrovalence. Les étudiants utilisent, je crois, un 7. J'en suis pas fort sûr, mais voilà. Mais s'ils ont mis un 9, ici, la barre est établie à un 9. La frontière est établie à un 9. Voilà, donc en fait, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne les pH, ça donne l'électronégativité, les différences des principes. Ici, c'est des principaux, mais là, c'est de tous les éléments. Ici, on a tous les éléments. Ici, on a les principaux éléments. Donc, voilà, on n'utilise pas tout. Voilà. Oui, ici, par exemple, si je prends l'acide sulfureux, c'est H2SO3. Voilà, H2SO3. L'acide phosphorique, H2PO4. Moins, H2PO4-, c'est H3PO4, mais c'est aussi H2PO4-, c'est HPO4-. Voilà. Comme l'acide sulfureux, c'est H2SO3, mais c'est aussi HSO3-. Voilà. Et là, quand il va se décomposer, si on retire un hydrogène de H2SO4, de H2SO3, qui est l'acide sulfureux, pas l'acide sulfurique, hein. L'acide sulfurique, c'est H2SO4, c'est ce qu'on retrouve dans les batteries. Voilà, ça a une batterie de voiture. Acide sulfureux, c'est H2SO3, si j'enlève un hydrogène, mais ça donne du H+, plus HSO3-. Si ce HSO3-, je lui enlève encore un hydrogène, mais j'obtiens du SO3-2-. Voilà. Et là, le pKa de H2SO3 est de 1,8, alors que HSO3-, il est de 7. L'acide phosphorique, c'est H3PO4. Si je lui enlève un hydrogène, il reste H2PO4-. Si je lui enlève encore un hydrogène, il reste du H3PO4-2-. Si je lui enlève encore un hydrogène, du PO4 3-. Et les pKa varient en fonction, voilà, de l'acide, voilà, d'un des trois acides là. Bon, l'acide nitreux, c'est HNO2. Si je lui enlève un hydrogène, ça devient du NO2-. L'acide fluorhydrique, c'est du HF. Si je lui enlève un hydrogène, ça fait du F-. L'acide acétique de vinaigre, HAC, c'est H+, plus ce qui reste, je veux dire, d'AC-. L'AC-, c'est une structure carbone-hydrogène. Voilà. L'acide carbonique, c'est H2CO3. Si je retire un hydrogène, HCO3-. Voilà. Ici, de la HCO3-, je lui enlève un hydrogène, c'est H3-2-. L'acide sulfhydrique, H2S, si je lui enlève un hydrogène, j'ai HS-. HS-, je lui enlève un hydrogène, c'est S2-. Ouais, on retombe à chaque fois sur l'élément. Voilà, sur l'élément. Ici, on est tombé sur la molécule SO3-, il n'y a plus d'hydrogène. On a tout enlevé les hydrogènes. PO4 3-, on a tout enlevé les hydrogènes. F-, on a tout enlevé les hydrogènes. AC-, on a tout enlevé les hydrogènes. CO3 2-, on a tout enlevé les hydrogènes. S2-, on a tout enlevé les hydrogènes. Voilà. Et si je prends l'acide hypochloreux, HCO, j'enlève un hydrogène, j'ai CLO-. Voilà. L'acide salicylique, pas salicylique, hein, salicylique, avec du silicium. Salicylique, pas salicylique, qui n'a rien à voir avec l'aspirine. L'acide salicylique, ça vient du sol.
Donc, anciennement, parce que maintenant il est synthétisé en laboratoire, euh, ça n'a rien à voir avec l'acide salicylique qui est H2SiO3, contient du silicium. Si j'enlève un hydrogène, on a du HSiO3-, et du HSI3-, si j'enlève un hydrogène, j'ai du Si3-2-. Voilà. L'ammoniac, un H4OH, pas confondre avec l'ammoniac avec C. Si j'enlève un OH-, là, j'obtiens du NH4+. Voilà, je vous remercie.